Bon matin tout le monde, je suis honoré ce matin d'être ici. Ça fait quelques jours que je suis ici, donc j'espère que mon accent s'est amélioré et que vous allez réussir à comprendre ce que je dis. Sinon, si vous posez des questions et ça montre que vous n'avez rien compris, je vais mettre ça sur le dos de l'accent et il n'y aura pas de gêne. Je considère que je rentre par la grande porte en France, donc je suis vraiment très heureux de présenter une partie de mes projets de recherche. Donc, effectivement, je travaille sur la propulsion en fauteuil roulant et aujourd'hui, on va parler de l'ergomètre et du tapis roulant pour étudier et, on espère, améliorer la technique de propulsion en fauteuil roulant manuel. Donc, pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec la problématique. La mobilité en fauteuil roulant manuel, c'est difficile. Donc, c'est difficile de propulser un fauteuil. Les conditions d'accessibilité sont souvent difficiles. Bon, ici, je pense que vous le comprenez encore plus qu'à Montréal. Et ce qui se passe, c'est que vu que c'est difficile, suite à plusieurs facteurs, il y a environ la moitié des utilisateurs de fauteuil roulant manuel actifs qui vont développer des troubles musculo-squelettiques aux épaules. Pourquoi? C'est que les trois principaux facteurs du développement de troubles musculo-squelettiques sont réunis. Donc, on va parler de l'intensité de la force. Donc, la force, elle est importante. À chaque coup de roue, on va avoir un impact lors du contact avec la main et la roue. Et on va avoir le nombre de répétitions qui va être élevé. Donc, on parle de 3000 à 4000 poussées durant une journée. Donc, si on réunit tout ça, c'est pas étonnant qu'on ait autant de blessures secondaires aux épaules. De plus en plus, on tend à pousser l'activité physique chez toute la population, incluant chez les personnes en fauteuil roulant. Donc, le sport en fauteuil roulant, ça fait partie de la solution à la sédentarité. Or, le problème, c'est que certains sports, par exemple le plus populaire probablement, qui est le basketball en fauteuil roulant, en plus de propulser, on a souvent les bras levés, on fait des passes, on essaie de bloquer, on essaie de faire des lancers, ce qui fait qu'on va avoir encore plus de risques de développer des troubles musculo-squelettiques. Là, je veux surtout pas que vous quittiez la conférence en vous disant le take-home message du gars de Montréal, c'est qu'il faut pas jouer au basket. C'est pas ça du tout. Ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'il y a beaucoup d'études biomécaniques qu'il faut faire sur la propulsion en fauteuil roulant, que ce soit pour la mobilité ou que ce soit pour le sport. Donc, qu'est-ce qu'on connaît comme recommandation au niveau de la mobilité? Bon, pour plusieurs ici, je n'apprendrai rien, mais pour d'autres qui sont un petit peu moins du domaine, ça peut être intéressant d'avoir des guidelines qui sont recommandés assez généralement. Donc, c'est le Consortium for Spinal Cord Medicine qui recommande principalement ces quatre choses-là. Donc, premièrement, les poussées, on va essayer de les faire les plus longues possibles. Donc, on va aller chercher la roue le plus en arrière et on va la relâcher le plus en avant possible. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la force va être distribuée sur une plus grande partie de la roue, donc on va pouvoir avoir une force moins grande par poussée. On va essayer de faire un recouvrement par le bas. Donc, quand on ramène la main vers l'arrière, au lieu de ramener la main vers le haut comme ça et d'aller générer encore un impact en arrière, si on fait un mouvement plus continu, circulaire, on va réduire les impacts, ce qui va diminuer le taux de montée de la force, donc qui va diminuer le risque de blessure, finalement. On va tenter de diminuer la cadence, donc faire le moins possible de répétition du mouvement et diminuer la force de poussée. Les deux premières recommandations sont assez faciles à suivre, mais les deux dernières, comment est-ce que, lorsqu'on passe d'un point A à un point B, comment est-ce qu'on fait pour réduire la cadence? Donc, on veut faire moins de poussées pour faire le même mouvement, et dans ces poussées-là, on veut mettre le moins de force possible. Ça ne marche pas. Donc, il y a un problème. On ne peut pas avoir une moins grande cadence et une moins grande force. Pour faire ça, il faudrait qu'on rende la propulsion plus efficace. Donc, il faut qu'on parle d'efficacité de la propulsion. Une des façons de parler d'efficacité de propulsion, c'est l'efficacité mécanique de la force ou la MEF. Qu'est-ce que c'est la MEF? Bien, si on décompose la force qu'on applique, ici, donc en bleu, c'est la force totale qu'on applique, on voit qu'il y a une certaine composante qui est tangentielle à la roue, donc c'est cette composante-là qui fait avancer le fauteuil. Il va y avoir une composante qui va être radiale à la roue, et elle, cette composante-là, génère de la friction, mais elle ne génère pas de déplacement de fauteuil. Donc, on s'entend que si la principale partie de la force totale qu'on applique est orientée tangentiellement à la roue, bien, ça va faire avancer le fauteuil mieux. Il y a moins de partie de la force qui est gaspillée, autrement dit. Donc, il y a un indicateur qui est la MEF, qui est en fait le carré du ratio entre la force tangentielle et la force totale, fois 100%. Donc, l'idée, c'est que si on a une MEF de 100%, alors notre propulsion, la force qu'on génère, contribue à 100% à faire avancer le fauteuil. Donc, basé là-dessus, on pourrait intuitivement se dire, bien, on a juste donc à essayer d'avoir une MEF de 100% à tout instant, et à partir de là, on devient le plus efficace possible, et tout va être réglé, et on n'aura plus besoin de parler de fauteuil roulant. La réponse est beaucoup moins claire que ça. L'idée, et là je ne rentrerai pas dans le détail, mais si on monte trop la MEF, qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, la force qu'on produit est plus efficace, mais pour produire cette force-là,
on est moins efficace. Il va falloir qu'on monte le moment à l'épaule, et à ce moment-là, on augmente le risque de développer des troubles musculo-squelettiques aux épaules. Donc, il y a quelque chose à quelque part avec la MEF, peut-être qu'il faudrait l'améliorer, mais il ne faut surtout pas trop l'améliorer. Donc, c'est quoi le patron de propulsion optimal? Donc, comment on veut optimiser la MEF? Là, c'est loin d'être évident. Ici, c'est ce qu'il faut retenir. Lorsque la MEF est égale à 100%, le moment à l'épaule augmente, donc c'est pas la solution. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, ici, on a peut-être une idée d'expérimentation un peu naïve qu'on pourrait faire pour essayer de trouver, pour une personne donnée, quel est son patron de propulsion, sa technique de poussée optimale. Donc, dans un premier temps, on pourrait tenter de modifier le patron de propulsion de la personne. Donc, par certains moyens, on tente de la faire forcer différemment sur son fauteuil. Ensuite, une fois qu'elle a modifié son patron de propulsion, on fait une analyse biomécanique complète de ce patron-là pour voir quelle est son efficacité mécanique et quels sont ses moments aux épaules. Et on regarde, est-ce que c'est optimisé? Sinon, on recommence avec un nouveau patron. Pourquoi je dis que c'est un peu naïf? C'est que cette petite partie-là ici, là, qui semble un peu facile, modifier le patron de propulsion de l'utilisateur, c'est vraiment très complexe à faire. Donc, ça va être la première question de la conférence que je vous fais ce matin. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier le patron de propulsion de l'utilisateur? Il va y avoir une autre question après qui va découler de celle-là. C'est une question qui a été abordée quand même plusieurs fois avec des indicateurs visuels, par exemple, un biofeedback où est-ce qu'on a des indicateurs à maximiser, dont un qui correspond à l'efficacité mécanique et autres, avec des succès assez mitigés. Ce qu'on a fait à Montréal, on a eu une drôle d'idée, mais qui semble assez intéressante. On a été s'inspirer de la réadaptation assistée par robotique, par exemple chez le bras hémiparétique post-AVC. Donc, l'idée, c'est... Bon, qu'est-ce que c'est le concept de cette réadaptation-là? L'idée, c'est qu'on veut réentraîner le contrôle moteur chez le bras, donc pour avoir une trajectoire qui soit le plus fluide possible. Donc, pour faire ça, le patient doit agripper le robot et le déplacer selon un trajet prédéterminé qui est, par exemple, affiché sur un écran. Et le robot va appliquer des forces, soit pour générer tout le mouvement au complet, pour aider le participant, le patient, ou tout simplement pour empêcher le participant de faire des trajectoires un peu tout croche. Nous, c'est ce troisième mode-là qui nous intéressait, le mode actif contraint. L'idée, c'est la suivante. Le mouvement est complètement généré par l'utilisateur, mais si la main de l'utilisateur s'en va de la trajectoire, l'utilisateur va ressentir une résistance qui va ramener sa main dans la trajectoire. Donc, si on résume ça par une phrase ici, ça serait celle-là. L'utilisateur ressent une résistance lorsque la position de la main dévie de sa trajectoire. Là, je suis un petit peu loin. Là. On va essayer de ramener ça un peu vers le fauteuil roulant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de rendre la propulsion plus efficace. Donc, ce n'est pas la trajectoire de la main qu'on veut changer, c'est la direction de la force que la personne applique sur la roue. Donc, si on traduit cette phrase-là un peu dans ce qu'on veut faire, ça serait plutôt « l'utilisateur ressent une résistance lorsque la direction de sa force dévie de sa trajectoire ». Donc, on pourrait faire un instrument, une machine qui adapte la résistance ressentie par la personne en fonction de la direction de la force appliquée par la personne. Et avec ça, ben, ça fait une espèce de biofeedback par retour de force qui pourrait permettre à modifier la propulsion de la personne. Donc là, c'est un petit peu nébuleux, mais ça va devenir un peu concret quand je vais vous montrer l'expérimentation qu'on a faite. Mais avant, on va parler de la machine. Donc, ici, il faut que l'utilisateur ressente une résistance, et la résistance, il faut qu'elle soit modulable. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une résistance modulable? Ça nous prend des moteurs. Ça nous prend quelque chose qui soit capable d'adapter la résistance ressentie par la personne. Donc, l'idée, ce qu'on a créé, c'est un ergomètre de propulsion en fauteuil roulant, mais un ergomètre motorisé. Donc, qu'est-ce que c'est un ergomètre de propulsion en fauteuil roulant? Déjà, c'est des rouleaux sur lesquels on va aller placer les roues arrière du fauteuil et on va propulser là-dessus comme un appareil d'entraînement, un vélo stationnaire ou autre. Bon, c'est ça. Le concept est là, c'est très simple. Nous, par contre, on veut s'assurer qu'on puisse modifier la résistance qui est ressentie par l'utilisateur. Et là, je parle de résistance ressentie, je ne parle pas juste de moment de résistance, je parle vraiment de la résistance qu'on ressent. Et ça, c'est plus complexe que juste une force. Quand on regarde au niveau de la robotique, on a différents types de contrôle. Il y a du contrôle par impédance, en fait. L'impédance mécanique, je m'en vais loin un peu, mais je vais revenir encore. Donc, l'impédance mécanique, c'est défini par le ratio entre le moment qu'on applique sur un moteur et la vitesse du moteur. Et ça, c'est la résistance qu'on ressent. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien entre la vitesse et le moment de propulsion. Donc,
C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reproduire une résistance ressentie sur un ergomètre comme ça? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des roues instrumentées particulières qui sont capables de lire les 3 forces et les 3 moments appliqués par la personne, mais qui sont capables également de les transférer à un ordinateur en temps réel. Donc ici, on a une roue instrumentée qui mesure les moments de propulsion de chacun des côtés et qui va envoyer ça dans un ordinateur qui simule un modèle dynamique du système fauteuil-utilisateur. Donc l'idée, c'est une équation mathématique, carrément, qui simule un fauteuil. Donc cette équation-là détermine si on applique tel moment de propulsion sur la roue droite, tel moment de propulsion sur la roue gauche, quelle devrait être la trajectoire du fauteuil. Donc c'est ça l'idée. Donc, si on est capable de prédire quelle devrait être la trajectoire du fauteuil, alors on est capable de déterminer quelle devrait être chacune des vitesses des 2 roues. Et ce modèle-là va aller contrôler des rouleaux motorisés de façon à ce qu'on puisse contrôler exactement en temps réel la vitesse de rotation des roues. Et là, on a notre lien entre le moment appliqué par la personne et la vitesse de la roue. Donc, on peut moduler comme ça exactement la résistance ressentie par la personne. C'est ça le concept de cet ergomètre-là. Et ici, on le voit en action. Donc, en haut, c'est lorsqu'il est juste éteint, finalement. Là, tout ce qu'on ressent ici, c'est la résistance propre de l'ergomètre comme tel. C'est dû à la friction des pneus sur les rouleaux, principalement. Lorsqu'on va l'activer, bien là, on peut le programmer. On peut programmer l'inertie qu'on veut simuler. On peut programmer le moment d'inertie aussi en rotation. On peut programmer la résistance de roulement qu'on veut simuler. Et là, on observe tout de suite que ça ressemble beaucoup plus à un mouvement normal de propulsion de fauteuil. Les roues, ils sont entraînés, au moins. On a de l'inertie. Donc ça, c'est la première partie, la simulation. On est capable de simuler la propulsion en fauteuil roulant avec cet ergomètre-là. Maintenant, nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on peut modifier la technique de propulsion à l'aide de biofeedback. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 19 participants utilisateurs réguliers de fauteuil roulant manuel de participer à une étude. Bon. Et donc, la méthode était la suivante. Ils ont propulsé sur l'ergomètre et l'inertie et la résistance de l'ergomètre étaient personnalisées à leur propre poids et résistance de roulement qui étaient obtenus par des tests sur le couloir. Les participants, on leur demandait de se familiariser à propulser à vitesse naturelle. Et après ça, une fois qu'ils étaient familiarisés, on enregistrait avec les 2 roues leur patron de propulsion. Donc ici, on a de 0 à 100% de la poussée et on voit la MEF. Donc on voit que la MEF, c'est pas juste une valeur, hein, ça évolue durant la poussée. Donc ça, c'est l'efficacité mécanique propre à une personne ici. Basé sur ce patron d'efficacité mécanique-là, on a déterminé un patron d'efficacité mécanique qui serait légèrement supérieur, donc à peu près 10% supérieur. Donc ça devient un patron objectif, c'est ce qu'on veut entraîner chez la personne. Basé sur ce patron qui est en bleu là, on a demandé aux gens, en fait, on leur a dit, maintenant, on va partir le biofeedback. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va devenir un peu plus difficile à propulser. Et tu vas le sentir, ça va devenir plus dur, mais tu as juste à te propulser de différentes façons. Essaye différentes façons, propulse plus en avant, en bas, sur les côtés, essaye. Et à un moment donné, ça va devenir plus facile. Et si ça devient plus facile, continue dans cette direction-là. Ça, c'était la consigne qu'on leur donnait. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils ressentaient exactement comme résistance? Ben, c'est qu'à chaque instant, en fonction de la poussée, leur MEF était comparé à la MEF désirée et il y avait une force de résistance additionnelle qui était proportionnelle à cette différence-là entre ce qu'on veut comme MEF désiré et leur vrai MEF. Ça, c'est leur MEF avec biofeedback. Donc, on voit qu'on est capable d'augmenter l'efficacité mécanique avec ce genre de simulateur-là. Donc, ça, c'est encourageant. En tout cas, je ne sais pas si vous trouvez, moi, je trouve ça encourageant. Par contre, ici, on s'entend que ce n'est pas le pire patient. Je n'aurais pas mis le pire patient devant vous. Par contre, ça s'est reproduit quand même, ce genre d'amélioration-là, chez 11 des 19 participants. Donc, on a quelque chose. Ça, il y a un potentiel. Par contre, il ne faut pas trop s'emballer. Ici, c'est vrai, on a effectivement modifié l'efficacité mécanique de la personne. Est-ce que ça veut dire que cette efficacité-là va être transférée vers le sol? Là, rien n'est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'on est en train de modifier très finement ici un patron de propulsion, d'efficacité. Donc, à chaque instant de la poussée, la personne va ressentir une résistance qui est différente. Donc, pour que ça soit transférable au sol, il faut absolument que notre ergomètre, à la base, il soit capable de simuler exactement la résistance à chaque instant de la force, à chaque instant du cycle.
Si on regarde ici, c'est une petite comparaison juste pour s'amuser entre ce qu'on observe sur le couloir et sur l'ergomètre. Donc, à droite, ici, les moments de propulsion sont pas mal identiques. Et pourquoi ils sont identiques? Ben, c'est que notre simulateur était personnalisé à la résistance, à l'inertie et la résistance de roulement de la personne. Donc, on simule exactement la même résistance de roulement. On s'attend à avoir exactement le même moment de propulsion. Donc, ça, c'est réglé. Par contre, la vitesse, et ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans ma présentation, ce qu'on a observé, c'est que sur l'ergomètre, la vitesse confortable choisie par les participants était systématiquement plus faible qu'au sol. Donc, comme ça, là, on n'avait pas vraiment contrôlé, on avait juste dit va à la vitesse confortable à laquelle tu propulses d'habitude, et tout le monde a choisi une vitesse plus faible. Donc ça, c'est déjà un petit peu, il y a une petite puce à l'oreille qu'on peut avoir sur le réalisme de la propulsion sur l'ergomètre. Mais si on s'en va encore un petit peu plus creux, c'est bien de voir des moyennes comme ça. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on est en train d'essayer de modifier très finement le patron de propulsion de la personne. Donc, ça serait bien de voir c'est quoi la progression et de la vitesse et des moments à l'intérieur d'une poussée. Et là, on va... Ça c'est intéressant ici. Ben, tout est intéressant, mais ça, c'est vraiment encore plus. Ici, on a les moments de propulsion appliqués par une personne. Donc, on voit les poussées, on voit les recouvrements. Si on regarde qu'est-ce qui se passerait sur l'ergomètre, donc à chaque fois qu'on a une poussée, normalement, la vitesse de la roue devrait augmenter. Et lorsqu'on va avoir un recouvrement, donc on n'applique plus de force, la vitesse de la roue va diminuer. C'est ce qui est simulé sur l'ergomètre. Dans la réalité maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se propulse sur un fauteuil roulant sur le sol? C'est pas ce qu'on va observer. C'est plutôt cette courbe noire-là ici. Et ce qu'on observe, regardez, au début du recouvrement, on observe une accélération du fauteuil, alors qu'on n'applique aucune force sur le fauteuil. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est complètement contre-intuitif. Comment le fauteuil pourrait accélérer alors qu'on n'applique pas de force dessus? Donc, je vais y revenir. Et ici, au début de la poussée, ce qu'on observe dans la réalité, c'est une décélération du fauteuil alors qu'on applique une force sur les roues. Donc, encore là, c'est contre-intuitif. Et d'où est-ce que ça vient, ce mouvement d'oscillation-là qui est déphasé avec les forces qu'on applique sur le fauteuil? Ça vient du mouvement du haut du corps. Donc, on n'est pas un moteur, on n'est pas en train d'appliquer, on n'a pas des moteurs au bout des mains, c'est pas comme ça qu'on marche. Donc, on a un balancement des membres supérieurs, ce qui fait en sorte que lorsque, en fait, pensez un peu, on fait une petite expérience mentale et vous le ferez chez vous ce soir. Installez-vous sur une chaise à roulettes qui roule bien sur un plancher très très lisse et vous vous penchez vers l'avant et après ça, très rapidement, vous vous redressez vers l'arrière. Qu'est-ce qui va se passer? Le fauteuil va se mettre à accélérer. Votre chaise va se mettre à accélérer toute seule. C'est dû à l'inertie du mouvement, donc du haut du corps. C'est ce qu'on observe ici. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que l'ergomètre est capable de générer des forces de résistance en moyenne qui sont équivalentes au sol, mais en réalité, à l'intérieur même d'un cycle, on va avoir un déphasage entre la vitesse et les moments de propulsion qui n'existent pas. Donc, la question 1, on va essayer d'y répondre maintenant. Comment est-ce qu'on peut modifier le patron de propulsion de l'utilisateur? On a peut-être une indication ici qu'un ergomètre avec biofeedback par retour de force pourrait fonctionner, mais il faut quand même garder pour acquis que la validité écologique de l'ergomètre, donc le transfert de ce qu'on fait sur l'ergomètre vers la réalité, ça ne doit pas être pris pour acquis. Ça m'amène à ma deuxième question parce que souvent on se dit oui, mais l'ergomètre, on ne s'attendait pas à ce que ça soit réaliste. Souvent, on va aller bien plus sur un tapis roulant parce que sur le tapis roulant, on va l'avoir tout le réalisme de la propulsion parce qu'on est en train de propulser un vrai fauteuil dans des vraies conditions et ça devrait être beaucoup plus réaliste. Ben voyons voir ça. Donc la deuxième question, c'est ça. Est-ce que la propulsion sur tapis roulant est écologiquement valide? D'abord, pourquoi on propulse sur tapis roulant? C'est que ça nous permet de faire des mesures qu'on ne pourrait pas faire autrement. Donc ici, c'est par exemple une représentation de quelqu'un qui propulse sur un tapis. On a fait une analyse cinématique 3D et donc ça nous permet de faire ça. Et si vous regardez bien, on le voit ce comportement-là. Lorsqu'il pousse, le fauteuil, il recule d'abord. Et lorsqu'il arrête de pousser, c'est là où est-ce qu'on voit l'accélération du fauteuil. On le voit bien ici. Donc, par contre, le seul problème que je voyais à la base, en fait, c'est que lorsqu'on propulse sur un tapis roulant, nécessairement, il faut qu'on le stabilise, parce que sinon, il y a une question de sécurité là-dedans. Donc, nous, ce qu'on fait pour stabiliser, c'est qu'on prend des élastiques
qu'on va aller relier sur des curseurs à faible friction, ce qui va permettre un mouvement antéro-postérieur, mais qui va limiter la déviation latérale. Donc ici, il a l'air d'avoir de plus en plus de difficultés, c'est parce que le tapis, il lève là, en avant. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc là, moi, je me demandais, quel est l'effet de ces élastiques-là? Parce que en réalité, là, il n'y a rien qui empêche, si on utilise ce genre de système-là, il n'y a rien qui empêche une personne de pousser très fort avec une main et de pousser très faiblement avec l'autre main. Dans la réalité, il tournerait en rond, mais sur le tapis, si on stabilise comme ça, l'élastique, il va corriger la trajectoire et on va avoir une différence entre la réalité et le tapis. Donc, pour vérifier l'effet de ces élastiques-là, c'est une étude très exploratoire ici. On a pris 7 utilisateurs réguliers de fauteuil roulant. Ça nous prenait nos meilleurs parce que vous allez comprendre pourquoi. On leur a demandé de propulser à 1 mètre par seconde dans le couloir sur le tapis roulant non incliné avec le fauteuil attaché. Et pourquoi ça nous prenait des bons participants? C'est qu'on les a détachés après. Et là, il fallait qu'ils restent sur le tapis. Puis là, ça, c'était un peu stressant, cette partie-là. Mais il n'y a pas eu d'accident. Presque. Petite particularité ici, on voulait voir la validité écologique du tapis roulant, donc on s'est assuré dans le couloir d'utiliser le même revêtement en caoutchouc que ce qu'on utilise sur le tapis. Donc on a demandé aux fabricants de tapis roulants de nous fournir un gros rouleau de caoutchouc et on a déroulé ça sur le sol. On a mesuré à l'aide de 2 roues instrumentées Smart Wheel la cadence, temps de poussée, recouvrement, la force totale, les moments de propulsion, et voici ce que ça nous donne. Donc, lorsqu'on est attaché, c'est en bleu. Lorsqu'on est détaché, c'est en rouge. Donc, encore là, au niveau des moments de propulsion, c'est identique. Donc, vraiment, là, ce qu'il faut générer comme moment pour faire avancer le fauteuil dans les 3 conditions, c'est pareil. Donc, ça, il n'y a pas de problème ici. Lorsqu'on était détaché, la force totale, elle était légèrement plus grande. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on forçait un peu plus pour rien, finalement. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est plutôt au niveau des paramètres temporels. Donc, dès qu'on allait sur le tapis roulant, notre cadence augmentait. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire plus de poussées et probablement plus de petites poussées dès qu'on embarque sur le tapis. Et vous voyez, le temps de pousser sur le tapis, dans les 2 cas, il diminue. Et lorsqu'on est détaché, le temps de recouvrement va diminuer encore plus. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'ils étaient détachés, c'était vraiment la pire condition. Et avec raison, il y avait peur. Il y avait peur de tomber, carrément. Donc, on ne peut pas faire des grandes poussées fluides comme ça quand on a peur. On fait des petites poussées, puis on corrige notre direction, et on essaie d'être le plus confortable possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, de un, les variables biomécaniques sont davantage similaires au sol lorsque le fauteuil est attaché. Donc, c'est contraire à ce que je pensais à l'origine. Donc, les élastiques, ben, c'est mieux qu'ils soient là, parce qu'au moins, la personne elle a moins peur. Et ce que ça veut dire, c'est que les variables biomécaniques sont sensibles non pas seulement à la dynamique qu'on reproduit, donc aux conditions de résistance d'inertie, mais également à la perception de l'utilisateur, et il faut en tenir compte de ça. Ce qu'on s'est fait dire par tous nos utilisateurs, c'est qu'ils étaient étonnés que leur vitesse confortable sur tapis, donc 1 mètre par seconde, c'est vraiment pas très rapide, soit si rapide. Donc ils trouvaient que 1 mètre par seconde sur le sol, c'était très lent, mais sur le tapis, oh, c'était une autre histoire. Donc on s'est demandé, pour une 3e étude, et on va terminer avec la 3e, qu'est-ce qui module la perception de vitesse chez les utilisateurs? Pourquoi les utilisateurs ont l'impression d'aller si vite sur le tapis, alors qu'en réalité, il ne semble pas qu'ils vont si vite que ça? Donc, pour cette dernière étude, on a demandé à 19 utilisateurs expérimentés en fauteuil roulant de propulser encore dans 3 conditions successives. Donc, sur le couloir, à vitesse confortable. Ici, la vitesse n'était pas contrôlée, c'était leur propre vitesse confortable. Ensuite, on les faisait embarquer sur le tapis et là, on démarrait le tapis très lentement et on augmentait la vitesse lentement jusqu'à temps qu'ils nous disent « Ah, ça, c'est la vitesse à laquelle j'allais dans le corridor. » Donc, c'est la vitesse perçue comme similaire au corridor dans la deuxième tapis 1 ici. Et après ça, dans une 3e condition, on fixait vraiment la vitesse du tapis à celle qu'on a été mesurée dans le corridor. Et on a regardé qu'est-ce qui se passait avec des roues instrumentées, donc vitesse, cadence, force et compagnie. Et on a comparé entre le couloir et la condition 1 de tapis et le couloir entre la condition 2 de tapis. Ce qu'on observe, le plus gros résultat ici qu'on peut voir, c'est ça, c'est la vitesse. Donc, lorsque les participants percevaient qu'ils allaient à la même vitesse que sur le sol, et en réalité, ils allaient 2 fois moins vite. Donc, c'est ce qu'on a en bleu ici. Donc, il y a vraiment une très grande différence entre la vitesse réelle des participants et la vitesse à laquelle ils perçoivent qu'ils vont sur le tapis.
Et là, on pourrait se demander, en fait, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'ils ont cette perception erronée-là? Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile de propulser sur le tapis, donc ça leur demande plus de force, plus d'énergie ou autre? Et en réalité, c'est pas ce qu'on observe. C'est même le contraire. C'était plus facile de propulser à leur faible vitesse. Donc, on voit les moments de propulsion, la force totale, la puissance, c'est toujours plus faible à leur vitesse perçue comme étant similaire au couloir, alors que lorsqu'on remontait la vitesse à leur vitesse réelle du couloir, là, à ce moment-là, les paramètres cinétiques redevenaient normaux. Donc, ce n'est pas vraiment la résistance qu'ils ressentent, c'est vraiment d'autres facteurs qui ont tendance à tromper leur perception de la vitesse. Et lorsqu'on regarde au niveau de la cadence, là, on a le cas contraire ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on est sur le tapis à vitesse perçue comme similaire, ils adoptent la même cadence. Et lorsqu'ils vont à la vitesse sur le tapis, à leur vraie vitesse, finalement, là, ils augmentent leur cadence. Et pourquoi ils font ça? Bien, ce qu'on a vu tantôt, juste avant, c'est que dès qu'on embarque sur le tapis, on va augmenter notre cadence, sûrement à cause de certains paramètres liés à la peur, finalement, ou au non-confort qu'on a d'être sur le tapis. Vous voyez, ici, le temps de recouvrement, dès qu'on était sur le tapis, le temps de recouvrement diminuait. Donc, si on fait des plus petites poussées, c'est normal qu'on ait une plus grande cadence. Et si notre perception de la vitesse, parce que là, il faut se rappeler, quand on est sur le tapis, on n'a aucun feedback, on n'a aucun flux optique qui nous dit à quelle vitesse on va. Donc, la seule information qu'on dispose pour avoir une idée de notre vitesse, c'est quoi? C'est notre cadence. C'est les toc, 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 toc qu'on entend en appliquant des forces sur les roues. Donc, comme notre cadence elle est augmentée à cause du fait qu'on est sur le fauteuil, bien c'est ça qui déterminerait ici pourquoi on a l'impression qu'on va plus vite, qu'on va moins vite et qu'on va moins vite en réalité. Donc, c'est embêtant. Donc, ça veut dire que si on veut simuler des conditions réelles sur le tapis, il faut qu'on choisisse une vitesse. À quelle vitesse il faut qu'on aille? Est-ce qu'il faut qu'on aille à la vitesse qui est perçue par l'utilisateur comme la vitesse sur le sol, ou est-ce qu'il faut qu'on aille à une vitesse qui est fixée à celle qu'on va ou ce qui vont sur le sol? Bien, la réponse, on n'en a pas. C'est plate comme ça. Donc, à la question 2, est-ce que la propulsion sur tapis roulant est écologiquement valide? La réponse, c'est pas complètement. Au début, j'avais écrit non, mais bon, je trouvais ça un peu rough. On pourra en discuter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas propulser sur un tapis, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas maximiser à la fois la perception de la vitesse et les paramètres biomécaniques de la propulsion. Il y a un conflit entre les deux. C'est ça. Dans tous les cas, par contre, il faut que le fauteuil y soit attaché. Donc, si on veut maximiser la validité des forces, des moments, la puissance et l'énergie dépensée, à ce moment-là, il faudrait fixer la vitesse du tapis à celle du sol. Et si on veut plutôt maximiser la perception de la propulsion, donc par rapport au sol, bien là, la vitesse du tapis doit être choisie par l'utilisateur. Donc, on va terminer avec cette belle slide de conclusion. Donc, ce qu'on voit, c'est que les systèmes stationnaires, donc on parle d'ergomètres et tapis roulants, ils ont plusieurs utilités dans l'entraînement et l'étude de la propulsion en fauteuil roulant. Donc, on a vu on peut faire des analyses cinématiques, on peut faire des analyses biomécaniques assez complètes. Donc, on a même le potentiel de modifier finement la technique de propulsion à l'aide de biofeedback par retour de force qu'on a vu sur notre ergomètre motorisé. Par contre, actuellement, aucun système stationnaire n'est complètement écologiquement valide. Donc, ils vont tous avoir des forces, par contre. L'ergomètre va permettre d'avoir une vitesse et une trajectoire complètement libre. Ça, c'est quand même assez intéressant, contrairement au tapis roulant, où est-ce qu'on est obligé d'aller tout droit à la vitesse du tapis. Le tapis roulant à vitesse confortable va optimiser la perception de vitesse, et le tapis roulant à vitesse fixe va optimiser le réalisme de la dynamique du fauteuil. Et les perspectives de recherche à court et à moyen terme, en fait, là vers quoi on s'enligne de plus en plus, c'est l'ajout de la réalité virtuelle à tout ça. Si on est capable de tromper la perception de vitesse à l'aide de réalité virtuelle, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait avoir les conditions les plus valides, à la fois sur les paramètres biomécaniques, mais également sur la perception de vitesse. Donc, pour terminer, en fait, je voulais vous remercier pour ce chaleureux accueil. Je me fais des nouveaux amis, je suis très heureux. Tous ces organisations-là et mon équipe en ce moment qui mène le fort, une équipe de rêve. Donc, je n'ai aucune inquiétude que mon laboratoire est toujours en vie en ce moment. Et c'est ça. Je vais répondre à vos questions avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour cette présentation très claire et très éclairante pour tout le monde. Même si on a commencé un petit peu en retard, avant de pouvoir faire les sessions en parallèle, on va avoir le temps de répondre à quelques questions avant d'enchaîner sur la session spécifique sur la pratique en fauteuil roulant et pouvoir commencer également la session sur les approches psychosociologiques des APS dans l'amphi 200, qui est juste à côté. Donc on a le temps pour poser quelques questions sans aucun souci. Joseph qui va commencer. Merci pour cette présentation. J'avais une question. Est-ce que les utilisateurs à qui on a dans la première partie, on a entraîné des utilisateurs à avoir une force efficace plus efficace. Est-ce que vous avez vu un effet de l'entraînement? C'est-à-dire en fait, en coupant le système qui leur rajoutait de l'effort. Très excellente question. Je voulais en parler, mais par manque de temps, j'en ai pas parlé. Mais là, il faut... Bon, la réponse, c'est... ils ont tout oublié très rapidement. Ici, c'était pas un protocole d'entraînement. Donc, c'était des expositions très, très courtes au biofeedback pour voir dans quelle mesure on peut modifier la technique de propulsion. Dans un second temps, là, il faudrait qu'on ait un protocole basé sur l'apprentissage moteur, où est-ce qu'on aurait des sessions plus longues, entrecoupées de biofeedback, pas de biofeedback, mettre différents types de biofeedback, les revoir plus tard. Donc là, il faudrait faire ça. Mais là, ce qu'on observait aujourd'hui avec ce projet-là, dès qu'on coupait le biofeedback, pouf, leur technique revenait à la normale, malheureusement. Mais on s'en attendait parce que c'était pas de l'entraînement qu'on faisait. Donc, c'est 3 minutes. Merci Félix pour cette présentation qui va un petit peu, la question va un peu dans le sens aussi de ce que Joseph t'a demandé. Est-ce que dans les utilisateurs, vous avez eu l'occasion de prendre des personnes qui sont un peu focalisées sur leur qualité de roulement? Je pensais notamment en fait des athlètes qui font de l'athlétisme, parce que là je vois tu as un fauteuil d'athlète. Où justement, en fait, le fait qu'ils aient cette expérience à l'extérieur, où ils sont un peu focus sur le mouvement, la qualité gestuelle, fait qu'ils auraient, dans ce cas-là, une expérience peut-être un peu plus importante sur la gestuelle, et que dans ce cas-là, tu pourrais retrouver que entre ce qu'ils font en dehors du tapis roulant ou l'ergomètre, on arrive à avoir les mêmes paramètres. Vous avez eu l'occasion d'avoir des utilisateurs comme ça? Oui, en fait, on a eu quelques sportifs qui ont participé à l'étude. En fait, il y en a un qui joue au rugby, un qui est basket, parce qu'on n'avait pas juste des parades, on avait différents niveaux. On a demandé du feedback, on leur a demandé, mais pas officieusement. Donc, qu'est-ce que tu en dis, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que c'est pareil ou autre? Eux, ils sont bons dans leur sport, mais ils ne sont pas nécessairement bons dans l'analyse de leur propre technique. Donc, ils vont jouer, ils sont pas très conscients de qu'est-ce qu'ils appliquent nécessairement comme force. Donc, ce qu'on avait comme commentaire, c'était « Hey, c'est vraiment bien, j'aimerais ça pouvoir m'entraîner là-dessus, puis j'aimerais ça que ça soit disponible chez nous. » Mais on pouvait pas aller chercher d'informations tant que ça sur leur perception fine de la force ou en début de mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce système-là, on va avoir trop de résistance dans le début de la poussée et pas assez de résistance dans la fin de la poussée par rapport à la réalité. Mais ça, ils ne pouvaient pas nous informer là-dessus sur cette perception-là. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la position du sujet dans son fauteuil. Est-ce que entre le début et la fin de l'apprentissage, la posture au niveau du tronc, il y avait des modifications qui lui donnaient donc une meilleure efficacité de propulsion? On a observé un changement, donc ils se sont mis souvent en fait, on a observé l'angle d'agrippement de la roue et de relâchement. Donc l'angle de poussée, il restait plutôt similaire, mais au lieu d'être comme ça, il était décalé un petit peu vers l'avant suite à l'entraînement. L'entraînement entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qu'on a monitoré non plus. Et ça s'apparente peut-être plus même à une limite de notre étude parce que notre biofeedback est basé sur une comparaison entre la MEF instantanée par rapport à un pourcentage de cycle de poussée
et une courbe de MF de base. Sauf que s'il y a une adaptation de la cinématique de la personne, à ce moment-là, on ne se retrouve plus à la même place dans notre graphique par rapport à la poussée. Donc le 0% de poussée, il n'est plus de tel angle à tel angle, il est de tel angle à tel angle. Donc ça commence à être un petit peu plus... ce qu'il faudrait faire, probablement, ça serait peut-être d'y aller très progressivement, de modifier un tout petit peu, puis après ça, de remesurer un nouveau patron d'MF pour s'adapter à ces changements de cinématiques-là. Mais oui, on a observé des changements de cinématiques qu'il faut tenir en compte. Merci pour la présentation. Juste sur la dernière étude, en fait, quand tu présentes sur la perception de l'effort, est-ce que vous avez envisagé, ou vous l'avez fait, sur des mesures plus énergétiques, donc sur le côté métabolique, fréquence cardiaque, ou au moins minimum échelle de bord, pour voir, parce que sur la perception de l'effort, il n'y a pas que la mécanique ou la cadence qui va influencer. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez... On a utilisé l'échelle de Borg, effectivement. Le problème dans notre cas, c'est que l'échelle de Borg n'était pas assez sensible parce que ce n'est pas des tâches qui étaient difficiles pour eux. Dans un sens, nous, on ne voulait pas développer de fatigue parce que ça aurait créé un biais dans nos données. Donc, on s'est assuré de ne pas le faire, mais en ne créant pas de fatigue, propulser sur du plat à vitesse confortable, c'est pas difficile. Donc, on n'a pas eu de différence au niveau de la perception, c'était toujours effort 0,1, c'était très faible. Après ça, au niveau métabolique, physiologique ou autre, ça, on n'a pas fait cet exercice-là. Au niveau mécanique, on a regardé le travail, par exemple le travail par cycle, le travail par minute, et ça suit les mêmes tendances que ça ici. Là. Les variables cinétiques, on observe les mêmes comportements. En fait, c'est très, très lié à la puissance. Donc, les courbes, ils ressemblent à ça. Mais non, on n'a pas de métabolisme là-dedans, d'études métaboliques. Je vous remercie pour ces différentes questions et réponses. On va arrêter là pour permettre à la session parallèle de commencer en amphi 200. On va pouvoir enchaîner directement sur la session sport et fauteuil roulant. Avec Soufiane Chik comme premier conférencier.